All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Maître Lazarevitch, la pause suivante sera à midi précise. I'll bear this in mind. Thank you, Anna. Maître Lazarevitch, très bien, merci, je vais tenir compte de cela. Docteur Bayevitch, avant la pause, vous nous aviez dit que vous aviez obtenu un emploi au service de sécurité nationale de la République Srpska et que vous étiez un gars qui s'occupait des opérations. Pourriez-vous nous préciser cela et nous dire en quoi consiste exactement ce type de travail? Il s'agit de la... en fait, je m'occupais des travaux du renseignement et du contre-renseignement. Une question, pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer brièvement, puisque nous sommes... des personnes ne connaissant pas très bien ce domaine exactement. Alors, pourriez-vous nous dire de quoi il en est? Réponse, c'était le recueil de l'information relative au renseignement, la préparation des études du renseignement et communiquer ces informations aux autorités politiques et donc tout ce qui a trait à tout ce qui a trait à la sécurité nationale, à la protection des intérêts de la sécurité nationale. Question, merci beaucoup. Bien, alors vous travaillez d'abord au service de sécurité d'État et par la suite, vous avez commencé à travailler au sein de la section de la sécurité d'État. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez gravi les échelons et si plus tard vous avez occupé un autre poste supérieur à celui-là? Réponse non. Pendant toute la période pendant laquelle je travaillais au sein du service de sécurité d'État, j'ai travaillé dans le cadre du service opérationnel. Question, en tant qu'agent de renseignement. Question, et dites-moi s'il vous plaît, combien de temps êtes-vous resté département de sécurité d'État? Réponse juste, j'y suis restée jusqu'à la fin du mois de décembre 1995 et j'ai démissionné suite à ma propre initiative. Question, et qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Quel type de travail avez-vous fait? Réponse, depuis le mois de janvier 1996, j'ai pris un appartement permanent à Belgrade. J'ai élu mon domicile à Belgrade. J'ai une résidence permanente à cet endroit. Et en 1996, au mois de septembre, j'ai obtenu un poste à l'Académie
de police, appelé ainsi à l'époque. J'étais assistant, juriste, pour ce qui est du cours appelé système de sûreté d'État. Question. S'agissant de votre carrière universitaire, est-ce que vous pourriez nous dire quel a été votre parcours? Est-ce que vous avez obtenu d'autres postes? Réponse oui. Lorsque j'ai obtenu ma maîtrise en sciences politiques, j'ai également obtenu je suis devenue chargée de cours à l'université par la suite. J'ai eu plusieurs titres. J'étais enseignant supérieur et professeur. À l'école supérieure des études intérieures. Et par la suite, après avoir défendu ma thèse de doctorat, après avoir obtenu mon diplôme de docteur en sciences politiques à l'Académie de police militaire, j'ai obtenu le titre de assistant. Question, et est-ce que vous faites le même type de travail maintenant? Réponse oui. J'enseigne à l'Académie de police et judiciaire à Belgrade. C'est le nom actuel de cette académie. Question, et pourriez-vous nous dire quels sont les sujets que vous enseignez? Quels sont les cours que vous enseignez? Réponse, j'enseigne actuellement les sujets suivants. Sécurité internationale, méthodologie du travail du renseignement, système de sécurité et terrorisme et la violence policière. Il y a d'autres sujets qui ont plus trait à la spécialisation, mais je crois que l'essentiel est ce que je viens d'énumérer. Question. Oui, tout à fait. Bien, maintenant, outre votre carrière universitaire, est-ce que vous avez également participé à une recherche scientifique? Réponse. Mon travail à la faculté, à l'université, comprend également l'enseignement, mais également la recherche. Donc, je me suis occupée de recherche de façon individuelle, mais aussi dans le cadre de divers projets. Question. Est-ce que vous avez publié des ouvrages scientifiques? Je ne voudrais pas, bien sûr, que l'on énumère tous vos ouvrages, mais est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, quels sont les ouvrages principaux? Quels sont les projets principaux que vous avez menés à bien? Réponse, jusqu'à maintenant, j'ai publié environ une 50aine d'articles scientifiques et professionnels dans les quotidiens nationaux et internationaux, dans les magazines internationaux et nationaux, mais ce qui est surtout important, c'est une monographie sur les livres d'enseignement. Question, pourriez-vous nous dire quels sont les titres de ces ouvrages? Réponse, il s'agit de 3 monographies. La première
est intitulé Le rôle de la communauté du renseignement dans la politique étrangère. L'étude du cas des États-Unis. Une autre monographie qui s'appelle La sécurité du monde du secret à la publicité, qui s'occupe du structure et de l'analyse des systèmes du renseignement à travers le monde. Et le quatrième ouvrage, c'est un livre d'enseignement intitulé Base les éléments principaux de sécurité. Question très bien, merci. Pourriez-vous nous dire si vous avez enseigné en tant qu'enseignant invité à d'autres universités? Si oui, dites-nous lesquelles. Réponse oui. J'ai enseigné à la faculté de sciences politiques à Belgrade, à la faculté du renseignement et de sécurité, et j'ai également enseigné, j'ai été invitée à donner des conférences dans d'autres universités privées à Belgrade. Question très bien. Et dites-moi, dans le cadre de votre carrière professionnelle, est-ce que vous avez coopéré ou est-ce que vous avez eu des contacts avec d'autres organisations internationales? Réponse oui, plus particulièrement dans le cadre d'un projet de réforme de la police et de l'enseignement policier en Serbie, principalement pour ce qui est de l'organisation de la sécurité européenne et l'OSCE, le Conseil de l'Europe. Question très bien, merci. Et donc, pour être tout à fait limpide, ou plutôt pour vous informer, ça reprend l'interprète, votre expertise s'agissant l'interprète se reprend. Donc, on voudrait simplement ajouter pour le compte rendu d'audience que votre curriculum vitae, votre expertise ont été versés au dossier ayant portant deux cotes 4D 499 et votre curriculum vitae portant la cote 4D 500. Alors, passons maintenant à d'autres sujets. Dites-moi à quel moment est-ce que vous avez rencontré pour la première fois l'équipe de la défense de M. Borovtchanin? Réponse, c'était tout printemps 2007. Je crois que c'était vers la fin du mois d'avril, peut-être début mai. Je ne pourrais pas vous le dire avec précision. Question. Et dites-moi, s'il vous plaît, de quelle façon est-ce que ces contacts ont eu lieu? Comment est-ce qu'on est entré en contact avec vous pour ce qui est des membres de l'équipe de M. Borovtchanin? Réponse. D'abord, c'était au téléphone. Et on s'est mis d'accord sur une réunion de travail et par la suite, nous nous sommes vus en personne. Nous sommes rencontrés en personne, se reprend l'interprète. Question, pourriez-vous nous dire où ceci a eu lieu? Réponse, étant donné mes occupations professionnelles, je demandais aux membres de l'équipe de la défense de venir me rencontrer dans mon cabinet, c'est-à-dire à l'école ou à l'académie de police scientifique. Question. Est-ce que l'on vous a dit quel devrait être le sujet de votre expertise à ce moment-là? Réponse. Les membres de l'équipe de la défense de M. Borovtchanin m'ont informé que le sujet de mon expertise devrait être l'organisation et la compétence du MUP de la Republika Srpska dans la période
comprenant entre 1992 et 1995. Question. Et vous avez accepté ce rôle d'expert et lorsque vous avez été nommé officiellement en tant que témoin expert par le greffier du tribunal, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ou par le greffe du tribunal, pourriez-vous nous dire si vous avez eu d'autres contacts avec le représentant de l'équipe de la défense de M. Borovchanin? Réponse oui. Il y a eu quelques contacts téléphoniques et il y a eu également quelques contacts en personne. Question. La défense de M. Borovchanin vous a-t-elle fourni les documents nécessaires vous permettant de rédiger votre rapport d'expert? Réponse. Oui, précisément les réunions mentionnées avaient cette finalité-là. Question. Mis à part les documents mentionnés et dont vous avez tenu compte dans votre rapport, est-ce que vous avez reçu d'autres documents en plus de la part de M. Borovchanin? Excusez-moi. De la part de l'équipe de défenseurs de M. Borovchanin. Page 30, ligne 23 du compte-rendu d'audience. 31 se lit comme suit. Monsieur Borovchanin vous a-t-il donné d'autres documents? Il convient de remplacer Monsieur Borovchanin par l'équipe de défense de Monsieur Borovchanin. Le président, je vous remercie. Le témoin. Souhaitez-vous que je répète ma question? Le témoin, j'ai compris votre question. Elle est claire. Non. La réponse est non. Question, je vous remercie. Mais au cours de votre travail sur le rapport d'expert, est-ce que vous avez consulté d'autres documents, des documents qui ne vous ont pas été fournis par la défense de M. Borovchanin? Réponse oui. Je me suis servi d'autres documents en plus. Et il m'a semblé que, vu le sujet, vu la structure telle que je l'ai conçue pour mon travail d'expert, nécessitait que je m'appuie aussi sur un certain nombre de publications spécialisées et sur des éléments qui sortent de la recherche dans le domaine et qui sont dans le domaine public. Question. Je vous remercie. Et avant ce déplacement à La Haye pour déposer en tant que témoin ici, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de venir à La Haye? Réponse. Oui, c'était à la fin du mois de novembre, au début du mois de décembre 2007. Je me suis rendu ici pour une période de 6 ou 7 jours, me semble-t-il. Question. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous a incité à venir à La Haye en novembre 2007? Réponse. Je l'ai déjà dit. J'étais en contact avec l'équipe de défenseurs de M. Borovchanin. Et dans le cadre de ces contacts, je leur ai fait part de mon souhait d'essayer d'organiser un tel déplacement pour moi. Donc que je me rende à La Haye et que je me rende au tribunal de La Haye conformément au règlement. Et avant tout,
Je souhaitais voir comment se présentait l'institution et ceci m'a énormément aidé. Question. Et pendant votre séjour à La Haye, à l'occasion, est-ce que vous avez eu l'opportunité de rencontrer M. Borovchanin en personne? Réponse. Oui, sur autorisation reçue de la part des services compétents du tribunal de La Haye. Donc pendant mon séjour, une après-midi, j'ai pu me rendre auprès de M. Borovchanin dans l'unité pénitentiaire à Scheveningen. Question. Vous étiez en tête-à-tête avec M. Borovchanin? Réponse. Non. 3 membres de l'équipe de défense de M. Borovchanin étaient présents eux aussi. Question. Juste un point de plus. D'après vos souvenirs, cette rencontre a duré combien de temps? Réponse. Je pense que la rencontre a duré 1h30, peut-être 2 heures, avec une petite interruption. Je n'ai pas véritablement prêté attention à cela. 1h30, pour sûr. Question. Et pendant la rencontre, pourriez-vous nous dire de quoi avez-vous parlé avec M. Borovchanin et avec les membres de son équipe de défense? Réponse. Pour l'essentiel, nous avons parlé du cadre méthodologique qu'il convenait d'adopter pour servir de fondement à la rédaction de mon travail d'expert. Question. Monsieur Borovchanin ou l'un quelconque membre de son équipe ont-ils cherché à influer sur la teneur de votre rapport d'expert ou sur les conclusions que vous avez tirées? Réponse. Compte tenu du fait que le sujet de mon analyse, de mon rapport d'expert était connu de tous, l'équipe de défense et M. Borovchanin ne pouvaient connaître que les grandes lignes et certains éléments de mon expertise, mais ils ne pouvaient pas avoir une incidence sur la teneur de mon travail, ni sur les chapitres, ni sur l'ensemble du texte, et encore moins sur les conclusions. Je ne leur ai d'ailleurs pas permis, car c'est moi qui signe le travail, le rapport. Question, je vous remercie. Vous nous avez dit que pendant votre séjour à La Haye, vous avez eu l'occasion de rencontrer M. Borovchanin. Pourriez-vous me dire à présent si avant cela, avant le mois de novembre de l'an passé, vous connaissiez M. Borovchanin? Réponse oui. Je l'ai rencontré en 2002 de manière officielle. C'était l'un des protagonistes, l'un des participants d'une rencontre, d'un séminaire qui était consacré aux problèmes de terrorisme dans le monde. J'y ai pris part moi aussi et c'est un séminaire, une conférence qui s'est tenue à Banja Luka. Question, je vous remercie. Juste pour le compte-rendu d'audience. En quelle année cela a eu lieu? Réponse en 2002. Question, je vous remercie. Après
la rencontre que vous avez eue ici à l'unité pénitentiaire de La Haye, est-ce que vous avez eu une nouvelle occasion de rencontrer M. Borovchanin? Et si oui, dites-nous dans quelles circonstances et à quel moment. Réponse. Oui, c'était très bref. Il me semble que c'était au début de l'été dernier. J'ai vu M. Borovchanin pendant quelques minutes seulement, au moment où il s'est rendu en visite à sa famille. Je ne sais pas exactement quelles ont été les circonstances de cette visite. Je l'ai vu pendant quelques minutes, 5 ou 6 minutes. C'était très bref. Question. Pouvez-vous me dire où cela a eu lieu? Réponse. La rencontre a eu lieu devant une maison qui se situe dans un village en périphérie de Bijeljina où vivent, je le suppose, les parents de M. Borovchanin. Question. Est-ce que quelqu'un d'autre s'est trouvé là pendant votre rencontre? Réponse. Oui, les membres de l'équipe de défense. Qui se trouve aujourd'hui dans le prétoire. Question. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené à Bijeljina à ce moment-là? Réponse. Ma sœur vit à Bijeljina. Donc je me suis rendue auprès de ma famille. Je suis venue voir ma famille. J'ai eu une conversation par téléphone. Puisque je me trouvais dans le coin, j'ai eu une conversation par téléphone donc avec les membres de l'équipe de défense et je leur ai demandé de me de faire en sorte que je puisse faire un petit déplacement, me rendre de Bijeljina à Srebrenica et retour. Tout simplement, c'était par curiosité pour visiter ce secteur. Même si je suis née en Bosnie-Herzégovine, je n'ai jamais eu l'occasion de visiter ces bourgades. Question pour en terminer avec ce sujet. Entre 2002, lorsque, d'après ce que vous nous avez dit, vous avez rencontré pour la première fois M. Borovchanin, et le moment où vous êtes arrivé à La Haye, est-ce que vous avez eu l'occasion de croiser M. Borovchanin pendant ce temps-là? Réponse pendant. Question non, entre 2002 et 2007. Réponse non, absolument pas. L'interprète se corrige. Remplacer 2007 par aujourd'hui. Na strani 34. Question, page 34, ligne 11. La question était entre 2002 et 2007 et non pas entre 2002 et aujourd'hui. I samo još da završimo. Réponse non. Question. Et comment pourriez-vous nous décrire votre relation avec M. Borovchanin? Réponse. Nous nous sommes vus à plusieurs reprises. Par conséquent, nous nous connaissons à peine. C'est une connaissance très superflue que j'ai de lui. Question, je vous remercie. Monsieur Bajagic, à présent, pourriez-vous nous dire ce que vous avez devant vous sur ce bureau? Réponse, j'ai devant moi un exemplaire de mon rapport d'expert.
J'ai un classeur avec des documents qui se présentent dans l'ordre chronologique et qui accompagnent mon rapport. Et puis j'ai aussi un autre classeur, mais je n'ai pas suffisamment de place pour le bureau pour le placer devant moi. Question, je vous remercie. Alors dites-nous en quelques mots seulement, s'il vous plaît, quelle est la structure de votre rapport d'expert? Kao što znamo, Le témoin, comme nous le savons, le rapport d'expert s'intitule « Le ministère de l'Intérieur de la République Srpska, l'organisation et la compétence de 1992 à 1995 ». Et d'après le sommaire que vous avez ici, vous pouvez voir que le rapport se compose de 5 chapitres. Le premier chapitre porte sur le contexte général. Le deuxième sur la création et l'évolution du MOUP, ministère de l'Intérieur de la République Srpska. Le troisième chapitre porte sur le contrôle et le commandement au sein du MOUP de la République Srpska. Le quatrième chapitre porte sur le système de compte-rendu et d'information au sein du MOUP. Et enfin, le cinquième chapitre porte sur les grades et les insignes des fonctions au sein du MOUP de l'ARS. Bien entendu, avant ces chapitres, une liste d'abréviations est fournie qui facilite la lecture du rapport. Question, je vous remercie. Juste une question qui concerne ces 5 chapitres. Est-ce qu'il y a des sous-chapitres également qui sont contenus dans les chapitres? Réponse absolument, tout à fait. Nous avons 5 sujets principaux et au sein de chacun de ces chapitres, plutôt au sein des 3 premiers chapitres, nous avons également des sous-entités, des sous-chapitres. Question, je vous remercie. Je souhaite à présent aborder votre rapport d'expert, pièce 4D 499. Au paragraphe 4, vous donnez la définition de la police. Page 4 en BCS et page 4 en langue anglaise dans le prétoire électronique. C'est le paragraphe 4. I tu ste naveli da se Ici, vous dites qu'il est possible de définir la police comme étant l'organe de pouvoir d'État dont la fonction première est de préserver la sécurité publique de la communauté sociale et que la police agit sur la base de la loi afin de s'acquitter de ses obligations et qu'elle a droit à recourir à la force. Alors, en se basant sur cette définition, quelle serait la fonction principale de la police? Réponse, en se basant sur cette définition ainsi que sur un nombre d'autres définitions qui concernent la police, au sens le plus général, la fonction principale de la police pourrait s'entendre comme suit. La police doit protéger et servir, c'est-à-dire la police doit s'acquitter des missions qui concernent le maintien de l'ordre public, de l'État, de l'ordre constitutionnel, etc. Question. Sur la base de votre expérience, est-ce que ces définitions concernent uniquement la police de la République Srpska ou est-ce que c'est une définition universellement valable?
Réponse. Je ne souhaite pas que l'on comprenne que cette définition s'applique uniquement à la police serbe. Cette définition, c'est une définition de travail que j'ai utilisée pour les besoins de ce rapport, donc, mais elle peut s'appliquer à toute police du monde. Question, très bien. Et dans votre travail d'expert, page 6, paragraphe 6, page 5 dans le prétoire électronique en BCS et en anglais, mis à part cette fonction principale qui est celle de prévenir et de réprimer la criminalité, vous dites également que la police exerce aussi un rôle de service social. Est-ce que vous voulez nous dire ce que cela comporte? Réponse. La science moderne dit que la police protège et sert. Donc, lorsqu'on parle de l'aspect protection, cela concerne l'ordre public, la prévention, la lutte contre la criminalité, ça c'est d'une part. Et d'autre part, nous avons l'aspect social du rôle de la police, c'est l'autre volet, donc le service qui entraîne plusieurs missions qui sont celles de la police au sein d'une communauté. Nous pouvons énumérer quelques éléments qui en font partie. Il s'agit d'apporter l'aide aux personnes âgées, aux personnes, aux jeunes, n'est-ce pas? Aux personnes sous l'empreinte d'alcool, ainsi que le fait de promouvoir la sécurité et le fait d'éduquer la communauté au sens large dans ce domaine. Question. Je vous invite maintenant à examiner le paragraphe 8 de votre travail d'expert. C'est également en page 5 en BCS et en anglais dans le prétoire électronique. D'après vous, quelles sont les principales catégories de missions de la police? Eh bien, en plus donc de cet aspect de service social, qui est également celui de la police, les autres catégories de missions de la police sont sans aucun doute le maintien de l'ordre public et la lutte contre la criminalité. De manière générale, la prévention et la répression du crime, de la criminalité. Question, je vous remercie. À présent, je souhaite changer de sujet. Parlons de la sécurité, si vous voulez bien. De manière générale, que signifie cette notion, la notion de sécurité? Et je vous renvoie au paragraphe 11 de votre rapport, page 6 en BCS et en anglais également. Le témoin dans mon rapport, le paragraphe 11, aborde la question du système de la sécurité nationale, ce qui sous-entend que l'on entend parfaitement la notion de sécurité elle-même. Et il faut savoir qu'il est très difficile de définir la notion de sécurité, mais je vais tenter d'y parvenir de la manière la plus succincte possible. La sécurité comporte deux volets avant tout, le volet objectif et le volet subjectif. D'un point de vue objectif, on pourrait dire que une situation de sécurité est celle où il n'y a pas de menace qui pèserait sur les biens, sur l'acquis de l'individu, de la société. Et d'un point de vue subjectif, il s'agit de l'absence de peur devant une menace qui pèserait sur ces acquis ou sur la peur due à la sensation qu'on perdra ces biens. Dans
dans la pensée qui porte sur la sécurité, c'est une définition très largement répandue. Aussi, la sécurité est un des besoins fondamentaux de l'homme. Et c'est une des valeurs fondamentales de l'homme, un des intérêts fondamentaux et aussi un des attributs et une des fonctions primordiales de l'État. Question, je vous remercie. Bien entendu, ce que vous venez d'évoquer m'incite à vous poser ma question suivante, à savoir que signifie un système de sécurité? Qu'est-ce un système de sécurité? Réponse. Tout État, pour pouvoir remplir sa mission, exercer ses fonctions, y compris dans le domaine de la sécurité, doit mettre sur pied un système. Je l'appelle ici un système de sécurité en tant que sous-système du système de pouvoir de l'exécutif. Qui implique une forme d'organisation de la société, c'est-à-dire un certain nombre de mesures sur le plan de l'organisation qui ont pour objectif, enfin je ne souhaite pas reprendre les mêmes mots que dans mon texte, qui ont pour objectif la préservation de la sécurité au sens plein du terme, et la théorie connaît cela sous l'appellation sécurité nationale. Question. Je vous remercie. Voyons maintenant page 5, maintenant paragraphe 14, page 5 et page 7 en anglais en BCS. Que pouvez-vous nous dire des caractéristiques du système de sécurité? Comment est-ce que vous répartiriez cela? Réponse. Il existe beaucoup de classifications possibles des protagonistes du système de sécurité en tant qu'élément de base de tout système de sécurité. Dans mon rapport, j'ai emprunté l'une des classifications possibles pour qu'on puisse suivre de manière plus aisée la suite du travail, du rapport. Et d'après la classification que je propose, les protagonistes du système de sécurité peuvent être répartis dans 3 groupes, à savoir les conventionnels, les non conventionnels et les supplémentaires. Question. Brièvement, à ce sujet, au sujet de ces 3 systèmes, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'entend un système conventionnel, non conventionnel ou supplémentaire? Réponse. Parmi les sujets classiques, conventionnels, traditionnels, il convient de compter le ministère des Affaires intérieures, c'est-à-dire la police, l'armée en tant que deuxième acteur, les agences du renseignement ou du contre-renseignement organisées au sein du système de renseignement sur le plan de l'État, et puis la justice, les douanes, les services d'inspection, les instances pénitentiaires également. Parmi les acteurs non conventionnels du système de sécurité, nous pouvons classer les organes judiciaires. Cela dépend
L'interprète se corrige. Législatif, cela dépend de la nature du système, donc Parlement ou Assemblée, puis des organes exécutifs. Cela dépend aussi de la nature du système, puis les instances du ministère des Affaires étrangères. Et c'est tout. Enfin, compte tenu de l'une des fonctions principales primordiales de la police, en plus de protéger et de servir, il y a aussi des éléments additionnels, à savoir la communauté locale et les instances d'autonomie locale, les organisations dans le domaine du travail, de l'éducation scientifique, les ONG, les institutions religieuses, les citoyens. Question, je vous remercie. Et à ce sujet, que sauriez-vous nous dire au sujet de la police, qui est un des acteurs du système de sécurité? Réponse. La police représente dans tous les sens, quel que soit l'État, l'un des piliers du système de sécurité. Il n'existe pas, pour dire les choses simplement, d'État moderne qui n'ait pas sa force de police, sa propre force de police. Question. Merci. Dans votre rapport au paragraphe 18, à la page 18 dans BCS, vous utilisez l'expression « action administrative de la police ». Comment vous en faites le classement? Réponse. Comme je l'ai dit, la portée et la compétence de la police sont définies de façon précise à l'aide d'un certain nombre de règlements et de règles, de lois. À part le fait que ces lois, ces règlements, ces textes administratifs définissent la portée et la fonction de la police, ces textes donnent également la définition des autorisations juridiques et des pouvoirs de la police dans l'exercice de son action administrative qui relève de la portée de leur responsabilité. Il s'agit de responsabilités ou de tâches qui relèvent de la police ou, comme nous le disons dans la région du monde où j'habite, les pouvoirs de la police. Question. Pouvez-vous maintenant expliquer plus en avant Pouvez-vous m'expliquer plus en détail quelles sont les activités administratives de la police? Réponse. Désolé, je n'ai pas répondu en effet. Question. Désolé, je vous ai interrompu. Réponse. Je n'ai pas répondu à la seconde partie de votre question. La science qui étudie la police prévoit que les actions administratives de la police se divisent en deux groupes principaux, à savoir les actions administratives menées par la police vis-à-vis des choses et les actions menées à l'encontre de personnes. Nous aurons peut-être l'occasion plus tard de parler des deux. Questions. Merci encore une fois et je vous prie de m'excuser de vous avoir interrompu. En juillet 1995, pouvez-vous me dire quel document juridique gouvernait les autorités et les pouvoirs de la police de la République serbska? Réponse.
Il s'agissait de la loi sur les affaires intérieures adoptée en 1994. Question. Merci. J'aimerais maintenant examiner la pièce 4D 358. C'est l'intercalaire 67 dans votre classeur. Ja se izvinjavam. Réponse. Excusez-moi. J'ai trouvé le document, oui. J'ai trouvé l'intercalaire. Question hors micro. L'interprète demande le micro. Maître Lazarevitch. Question. J'aimerais vous demander de regarder l'article 40 de ce texte de loi qui se trouve à la page 4 en version BCS et en page 8 en version anglaise. Est-ce que vous voyez ce texte? Réponse. Question, pardon. Pouvez-vous me dire quelle est l'activité de la police qui est mentionnée à l'article 4? L'article 40, l'interprète se reprend, il s'agit de l'article 40. L'article 40, comme on peut le voir, définit les pouvoirs de la police. Je vous demande maintenant de passer à l'article 41, à la page 4 en BCS et à la page 8 et 9 en anglais. Pouvez-vous me dire quelle action administrative est définie par l'article 41? Réponse. Il s'agit de la vérification des pièces d'identité pour établir l'identité d'un individu et le fait de traduire ces personnes devant les organes responsables. Donc, en fait, il y a deux parties dans cet article. Une partie qui consiste à vérifier l'identité de l'individu et, deuxièmement, de traduire l'individu devant les autorités. Question, merci. Je vous demande maintenant de regarder l'article 42 à la même page en BCS et en anglais, c'est à la page 9. Pouvez-vous me dire de quelle action administrative il s'agit? Il s'agit de la publication d'informations ou d'avertissements à des individus, voire de les convoquer afin de les avertir ou de les mettre en garde. Question. Passons à l'article 43, à la page 4 et 5 en BCS et à la page 9 et 10 en anglais. De quoi s'agit-il comme action administrative dans cet article? Réponse. L'article 43 traite de l'arrestation des personnes. Question. Merci. Passons à l'article 46. À la page 5 en BCS, page 10 et 11 en langue anglaise. Il s'agit donc de l'article 46. De quoi s'agit-il? Quelle action administrative est décrite dans cet article? Réponse. Il s'agit d'une action caractéristique des forces de police
de la plupart des forces de police, à savoir le droit d'utiliser les véhicules et les engins de communication qui appartiennent à d'autres. Question. Comment est-ce que cela est réglementé? Réponse. Eh bien, le texte indique que dans des situations exceptionnelles, les membres de la police et du MOUP peuvent réquisitionner, voire utiliser les véhicules particuliers ainsi que des appareils de communication. Et s'il y a un coût en la matière, l'on doit rembourser le propriétaire du véhicule ou de l'appareil de communication. Question. Passons à l'article 48, à la page 5 en BCS et à la page 11 en anglais. Réponse. Selon l'article 48, la police est autorisée à mener des activités administratives, y compris la collecte d'informations et de renseignements. Question. Merci beaucoup. Pouvons-nous maintenant passer à l'article 50? À la page 5 en BCS, à la page 11 en anglais. Pouvez-vous me dire quelles sont les actions prévues à l'article 50? Réponse. L'article 50 prévoit les choses suivantes, c'est-à-dire les activités administratives suivantes. Et on parle de moyens opérationnels, notamment l'utilisation de forces physiques, d'instruments, une matraque, des chiens policiers, des chevaux, des canons à eau, des gaz et d'autres moyens. Question. Est-ce que nous pouvons maintenant passer à l'article 51, pardon. Maître Larazevich, il s'agit de l'article 51 à la page 5 et 6 en BCS et à la page 12 en anglais. Qu'est-ce qui est prévu dans cet article concernant l'utilisation des armes à feu? Réponse. L'article prévoit que les autorités de police peuvent faire usage d'armes à feu. D'après ce que je vois, cet article définit les conditions d'utilisation de la part de la police des armes à feu. Question. Je passe à l'article 52 qui se trouve à la page d'après. C'est à la page 12 également en anglais. Réponse. Question plutôt. Que prévoit l'article 52? Réponse. Eh bien, disons, pour donner une interprétation assez libre, cet article décrit la procédure d'utilisation d'une arme à feu, c'est-à-dire que l'arme à feu ne peut être utilisée que si tout autre moyen de force échoue par rapport à la mise en œuvre de la fonction de la police. L'article prévoit également une obligation de tout officier de police qui a le droit de porter une arme à feu, d'indiquer un avertissement, d'avertir l'individu avant de faire usage de son arme et bien sûr de tenir compte des autres prérequis légaux qui s'appliquent à l'utilisation d'une arme à feu. Question. Merci. Au cours de
Pendant votre récollement, vous avez déclaré que cette loi a été publiée en août 1995. Mais d'après ce que nous voyons ici dans le préambule du texte, on constate qu'il s'agit d'une version révisée de ce texte de règlement adopté avant 1994, mais qui était en vigueur en juillet 1995 également. Réponse oui, en effet, c'est indiqué qu'il s'agit d'un texte amendé et révisé dans le préambule de ce texte de loi sur les affaires internes, mais c'est la même chose. Question. Je comprends que dans la version anglaise, il est écrit texte amendé et révisé. Nous suggérons qu'il faudrait dire au contraire version consolidée. Le président, nous réglerons cet aspect en temps opportun. Merci de cette remarque, Monsieur Maître Lazarevitch. Veuillez continuer. Maître Lazarevitch, merci, Monsieur le Président. Question. Maintenant que nous avons parcouru un certain nombre de textes qui gouvernent les pouvoirs du MOUP de la République serbska, pouvez-vous comparer ce texte avec des textes en vigueur dans d'autres pays portant sur le même sujet? Y a-t-il des différences ou des similitudes? Réponse. Oui, bien sûr. Il y a deux approches à la réglementation des activités administratives des forces de police à travers le monde. Dans certains cas, on définit une autorité générale et ensuite on rentre dans les détails des aspects spécifiques de ces pouvoirs. Il existe des cas où l'on décrit de façon détaillée l'ensemble des pouvoirs de la force de police. Les pouvoirs de la police ne sont pas définis uniquement dans un texte de loi portant sur la police, mais également dans le cadre d'autres textes de loi, tels que les lois de lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme, etc. Et j'ai donné quelques exemples de ce type dans mon rapport. Question, merci. Pouvons-nous passer au paragraphe 33 de votre rapport d'expert à la page 11 en BCS et à la page 12 en anglais dans le prétoire électronique? Je vois écrit une expression « état de nécessité nationale ». De quoi s'agit-il? Un état d'urgence ou de nécessité nationale. Ce n'est pas quelque chose qui se rapporte uniquement à la République serbska. Tout État peut se trouver dans un état de paix ou un état de guerre ou d'autres circonstances. On peut alors parler d'un état de nécessité nationale, entre guillemets, qui peut se référer à plusieurs situations précises ou particulières. Question. Alors, cette expression, entre guillemets, un état de nécessité nationale, pourrait s'appliquer à la Republika Srpska entre 92 et 96, n'est-ce pas? Réponse, oui, bien sûr. Dans des cas extrêmes, il s'agit d'un contexte où il y a un état de menace imminente de guerre ou un état de guerre. Ces deux cas de nécessité nationale s'appliquent à la situation qu'a connue à l'époque la Republika Srpska à cette période. Question, merci. Est-ce que nous pouvons maintenant avoir sur le prétoire électronique la pièce suivante, la 4D 219. Il s'agit de l'intercalaire 2 dans votre classeur.
J'aimerais examiner la page 2 en BCS et à la page 4. Il s'agit de l'amendement numéro 35 de la Constitution de la République serbska, publié dans la Gazette nationale en date du 11 novembre 1994 à Sarajevo. Pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder le texte de l'amendement 35? D'après le texte de cet amendement, quelle est la différence entre l'état de guerre imminente et l'état de guerre? Ou plutôt la menace de guerre imminente et l'état de guerre? Réponse. La différence entre la menace imminente de guerre et l'état de guerre signifie que lorsqu'il y a état de guerre, les combats ont déjà commencé. Alors que une menace imminente ou immédiate signifie qu'il y a une menace réelle qu'un état de guerre se produise. Question. On parle également d'un état d'urgence au point 3 de cet article, de cet amendement. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit selon le texte de l'amendement? Réponse. Cela signifie que il y avait un risque que les droits de l'homme et les libertés ou le fonctionnement normal des organes constitutionnels soient en danger. Question. Je vous demande de regarder le sous-point 2 de l'amendement 35. Est-ce que les autorités du président de la République serbska augmentent par rapport à d'autres organes tels que l'Assemblée lorsqu'il y a un tel état? Réponse. Puisque c'est l'Assemblée qui décide de l'état de guerre ou de paix, au point 2, le texte dit que si l'Assemblée n'est pas en mesure de se réunir, l'état de menace imminente de la guerre est annoncé par le président. Selon le texte de cet amendement, c'est le président qui est autorisé à déclarer la menace imminente de guerre ou l'état de guerre. Question. Jusqu'à maintenant, nous avons examiné les amendements constitutionnels en 1994, lorsque ces amendements ont été adoptés. Est-ce que l'état de nécessité nationale en tant que tel existait en République serbska avant même cette date de 1994? Réponse. L'état de nécessité nationale existait auparavant, avant 1994, sous la forme d'une menace immédiate de guerre. Je pense que c'est en avril 1992, dans le territoire en BIH, à la suite que l'état de menace immédiate de guerre a été déclaré. Je pense que c'était le 14 avril. Merci. Question, merci. On va regarder le document dans le prétoire électronique. C'est le 4D 527 intercalaire 3 de votre classeur. Est-ce qu'il s'agit là de la décision dont vous parlez? Réponse, oui, je vois le texte. Il s'agit d'une décision consistant à déclarer un état imminent de guerre et une mobilisation générale à travers le territoire de la République. Si ma mémoire est bonne, et je crois que, en effet, je vois que la date était le 15 avril 1992. Question. Merci. Vous parlez d'un état de nécessité nationale. Est-ce que cela a un impact quelconque sur la police, sur les pouvoirs et ses activités administratives? Réponse. Bien évidemment. En tout état de cause, tout état de nécessité nationale
a un impact sur le travail et le fonctionnement des organes de l'État, y compris la police. Dans certains cas, selon certains textes juridiques, lorsqu'il y a une menace déclarée de guerre, une menace déclarée de guerre, la police est investie de tâches particulières, ainsi que de tâches administratives particulières, spéciales. Question. Quel était le texte de loi qui définit la fonction de la police lorsqu'il y a un état de nécessité nationale? Réponse. Il s'agit de la loi portant application sur les affaires internes lorsqu'il y a une menace immédiate d'état de guerre en 1994, pour être précis, en date du 29 novembre. Question. Merci. Au cours de votre déposition, nous parlerons souvent de ce texte de loi. Pour l'instant, j'ai tout simplement une question d'ordre général sur ce texte de loi. Les activités administratives prévues par ce texte de loi sont-elles de nature permanente? Réponse. Non. Tout comme l'état de nécessité nationale était un état provisoire, temporaire. De même, le texte de loi qui décrit les activités administratives au titre de ce nouveau texte de loi correspondent à la durée de cet état imminent de guerre. Lorsque l'état de guerre ou l'état de guerre imminente prend fin, l'État n'a plus le droit de s'en servir. Question. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vous demande de bien vouloir examiner la note en bas de page numéro 20 de votre rapport d'expert à la page 12 et 13, page 13 en anglais. Pouvez-vous me dire quelles sont les activités administratives prévues par ce texte de loi? Réponse. Selon la loi que vous mentionnez, dans mon rapport d'expert, j'ai mentionné un certain nombre de contextes, de cas où les activités administratives sont révisées. Je l'ai expliqué dans cette note en bas de page. Le premier point fait mention du renforcement du régime d'entrée de sortie d'un bien qui a un intérêt par rapport à la sécurité. Cela n'est pas incorporé dans le texte de loi de base. C'est quelque chose de nouveau. Une deuxième activité ou pouvoir consiste à mettre en place un régime spécial pour le déplacement des véhicules à moteur vers certains lieux. C'est un nouveau pouvoir, c'est une nouvelle action administrative. Puis numéro 3, interdire le port et l'utilisation d'armes et de munitions ainsi que des substances explosives dans des lieux publics à l'exception des personnes autorisées, à condition que ces armes soient utilisées en accord avec les règles de service. C'est une légère modification par rapport au texte précédent. Quatrièmement, il s'agit de l'interdiction de la vente et de la consommation de boissons alcooliques dans les lieux de boissons alcoolisées dans les lieux publics. C'est une tâche administrative nouvelle. Puis le 5, suspendre le transport et l'échange d'armes et d'explosifs dans des lieux désignés, à l'exception des besoins de l'armée et du MOUP.
Il s'agit là d'une tâche administrative légèrement modifiée par rapport à l'activité habituelle. Le point 6, ordonner que des personnes résident dans un lieu précis ou les empêcher de quitter un lieu et les obliger à rendre des comptes à la police. Il s'agit là d'un pouvoir administratif nouveau qui n'est pas prévu dans le cadre de la loi applicable en temps de paix. 7. Interdire de traverser la frontière de l'État. À part une catégorie restreinte de personnes, il s'agit là d'une activité nouvelle. Puis le 8, mettre fin au séjour de certaines catégories d'individus. Encore une activité administrative nouvelle. Puis le 10, pardon, le 9, prendre des mesures à l'encontre de certaines personnes, des mesures spécifiques qui ont un impact sur l'inviolabilité des droits de l'individu. Il s'agit par exemple de détenir et d'arrêter des personnes. Puis le 10 consiste à prendre des mesures spécifiques sans qu'il y ait un ordre écrit préalable. Il s'agit là d'une activité amendée par rapport à l'habitude, puis ordonner la détention des personnes, faire des recherches dans les lieux de résidence, y compris l'utilisation possible d'armes à feu. C'est-à-dire que les officiers de police qui participent à de telles activités doivent avoir des armes à feu prêtes à l'emploi. Et il s'agissait de la note en bas de page numéro 20 du rapport d'experts. Je ne sais pas si nous l'avons pu afficher dans le prétoire électronique. Est-ce que c'est un bon moment pour la pause, Monsieur le Président? Le Président, quel est le problème? Maître Lazarevich, il est midi. Le Président, en effet, je vous ai entendu, mais vous avez dit qu'il y avait un problème, Maître Ostojic. C'est simplement qu'à la page 49, ligne 9, le procès-verbal parle de la note en bas de la page 20. Le Président, en effet, à la page 47, parce que nous étions à la page 49, oui, ligne 9, Maître Stojic, oui, la note du rapport, en fait, est à la page 13 en anglais, alors que on dit que la note est à la page 13 en anglais, c'est en fait à la page 10. Oui, c'est cela dont je parlais, Maître Lazarevich. Oui, il y a un problème de pagination différente.